Merci de venir présenter pour la première fois ici et puis de nous dire ce que tu penses et ce que pense le centre du développement de l'ambulatoire dans la chirurgie du cancer du sein. D'accord. Eh bien, merci beaucoup de votre invitation, Monsieur le Président, messieurs les membres de l'Académie. Effectivement, on va parler non pas de problèmes chirurgicaux et d'exploits sportifs chirurgicaux en ambulatoire sans aucun caractère péjoratif, mais plus d'une chirurgie simple qui a du mal à être faite en ambulatoire. Alors, est-ce d'abord cette chirurgie pour cancer du sein, puisqu'on est focalisé là-dessus, une bonne indication? Et ça dépend bien entendu des patients et de l'acte opératoire. Alors, pour les patientes, il faut quand même rappeler que sur un nombre important de nouveaux cancers du sein en France, 90% des patientes, du fait du dépistage, mais aussi du fait de l'évolution lente de cette maladie en général, se présentent au diagnostic sans signe clinique de maladie cancéreuse. C'est-à-dire elles ne sont pas métastatiques, elles sont en parfaite forme, et on a simplement trouvé une boule ou une image infraclinique qui a révélé la maladie. Que l'âge médian de ces patientes est quand même relativement jeune, on peut parler du relatif. Ce que l'on ne sait pas, parce qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des données, c'est le pourcentage de patientes avec des comorbidités importantes qui peuvent être un frein à l'ambulatoire. Mais en matière de cancérologie, il y a d'autres prises en charge que la chirurgie, même dans le sein. Alors, la chirurgie, elle, est-elle adaptée à l'ambulatoire? Eh bien, 80 à 85% de ces patientes qui ont un nouveau cancer du sein diagnostiqué vont avoir une chirurgie première. Et surtout, 70% de ces chirurgies premières seront faites sur un mode conservateur, c'est-à-dire une mastectomie partielle, avec le plus souvent une exploration ganglionnaire, que ce soit un ganglion sentinelle ou un curage axillaire. Donc, on se focalisera là maintenant uniquement sur cette chirurgie conservatrice qui est quand même la majorité des prises en charge chirurgicales en France. Elle est particulièrement adaptée à l'ambulatoire parce que ce sont des gestes opératoires de courte durée et surtout à faible risque de complications suraiguës. Alors suraiguës, c'est nécessitant un acte chirurgical rapide. Il y a moins d'1% d'hématomes expansifs nécessitant un retour au bloc assez vite, et ce 1% est un chiffre majoré qui comporte toute la chirurgie, y compris la chirurgie par mastectomie totale, qui est certainement la plus grande pourvoyeuse d'hématomes immédiats en post-opératoire. On sait que dans les structures qui font pas mal d'ambulatoires, le taux de conversion en hospitalisation conventionnelle est faible, entre 0 et 6%. Donc cela confirme une chirurgie qui a peu de complications nécessitant cette conversion. Et puis, pour cette chirurgie conservatrice avec prélèvement ganglionnaire, la durée moyenne de séjour est courte, en tout cas dans les établissements qui font beaucoup cette chirurgie. Elle est en moyenne actuellement à 2 nuits, y compris dans certaines structures, quand il y a un curage qui est fait à ce moment-là dans certaines conditions. Elle est bien entendu, par rapport à tout ce que vous avez pu entendre sur la chirurgie abdominale, beaucoup moins douloureuse, elle est peu invalidante, les patientes sont debout le soir sans aucun problème. Et cela même avec un curage axillaire. Donc alors une chirurgie qui se prête tout à fait à l'ambulatoire. Et qu'en est-il actuellement en France? Eh bien, sur des chiffres qui sont un peu anciens, puisqu'ils datent de 2008 à 2009, et il est difficile d'avoir des chiffres un petit peu plus récents, fiables, parce qu'on met là-dedans beaucoup de choses, toute la chirurgie du sein, ou toute la chirurgie cancérologique, ou la chirurgie conservatrice ou pas. Ça, c'est un petit peu compliqué pour avoir des idées claires. En tout cas, les chiffres que je vais vous donner, je pense que sont quand même pas loin de la réalité. C'est 5% de la chirurgie pour cancer du sein qui est faite en ambulatoire en France actuellement. Avec de grosses disparités, puisque un quart de la chirurgie mammaire sans prélèvement ganglionnaire associé, ce qui n'est pas la majorité des cas, dans ce cas-là, un quart est fait effectivement en ambulatoire. Et lorsqu'il y a un geste ganglionnaire associé, qu'il s'agisse d'un ganglion sentinelle ou d'un curage, on tombe à simplement 1%, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, il y a des variabilités en France dans la pratique. Vous voyez qu'on estime qu'il y a 15% d'ambulatoires en privé. Mais ce n'est pas 15% de la chirurgie de cancer du sein, c'est 15% de la chirurgie sénologique, et que le privé représente 50% de la chirurgie sénologique. Là non plus, ce n'est pas centré sur le cancer du sein.
13% en public, 9% en CLCC, qui représente 20% de la chirurgie scénologique, mais avec une majorité, là, de prise en charge de cancer et peu de chirurgie pour lésions bénignes, bien entendu. Et à l'intérieur des centres anticancéreux, de grosses disparités, comme vous le voyez avec ces chiffres. Alors pourquoi y a-t-il des freins pour une telle prise en charge ambulatoire, en tout cas en France? Eh bien, plusieurs freins. D'abord, les freins économiques pour les établissements. Simplement, je vous donne donc mastectomie partielle pour une tumeur maligne de niveau 1 avant le 1er mars de cette année. Vous voyez les chiffres qui variaient et entre parenthèses, c'était le différentiel entre ce qui était payé par les caisses et ce qui était estimé comme coût de productivité selon l'échelle nationale des coûts. Et vous voyez bien que les établissements perdaient de l'argent. Ils perdaient de l'argent en particulier pour une nuit. Et il était clair que dans certains établissements, on nous disait « Faites pas trop de chirurgie ambulatoire, surtout ne faites pas une hospitalisation d'une nuit. De nuit, c'est pas mal, c'est là où on gagne le plus. » Et merci l'AFCA, ça y est, la suppression des bornes basses depuis le 1er mars 2014. C'est-à-dire qu'on donne maintenant aux établissements un tarif qui est le même, que ce soit 0, 1 ou une nuit. Alors, non seulement c'est bon, mais immédiatement, certains établissements, certaines directions ont dit « Ça y est, vous pouvez augmenter l'ambulatoire, maintenant, n'hésitez plus. » Alors, c'est ce que je dis. Alors, par la complexité, ou en tout cas ce qui peut entraîner une complexité, non pas de l'acte lui-même, mais autour de l'acte opératoire. Vous savez bien entendu qu'actuellement, on a une augmentation du dépistage du cancer du sein, qu'on voit de plus en plus de tumeurs infracliniques, de tumeurs qui ne sont pas très grosses, avec des pratiques sur l'exploration ganglionnaire qui ont changé, et qu'ils font donc organiser autour de l'acte chirurgical ces repérages, repérage de la tumeur si elle n'est pas palpable, ou repérage du ganglion sentinelle. Et ces repérages sont à faire pour des raisons de progression de produits, etc., plusieurs heures avant l'intervention. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on opère les gens le matin, et dans ce cas-là, les repérages doivent être faits la veille. Et dans ce cas-là, que font les gens qui viennent simplement pour un repérage? Ils ne sont pas hospitalisés. Il faut qu'ils retournent chez eux. Ce qui est très bien s'ils habitent à proximité. Mais quand ils habitent à distance, c'est un problème. Et là, je rejoins ce qui a été dit. C'est l'existence de maisons hospitalières d'hébergement. Et je pense qu'il va falloir définir ce que sont ces maisons hospitalières. Il est clair, et tout le monde semble d'accord là-dessus, que faire un petit hôpital de campagne juste à côté pour faire de la surveillance, ça n'a pas de sens pour la chirurgie ambulatoire. En revanche, avoir un hôtel d'hospitalisation, un hôtel d'hébergement pour simplement ces repérages, ce n'est pas un problème médical, c'est le problème de ne pas faire 150 km aller, 100 km au retour. Et c'est une maison d'hébergement, peut-être à un coût moins cher pour les patients qu'un hôtel habituel. Alors le jour même, il faut tout caser en 12 heures, puisque je vous rappelle, je crois en France, que la durée de séjour hospitalière d'un patient en ambulatoire est limitée théoriquement à 12 heures, si je ne me trompe. Alors il faut organiser tout ça dans ces repérages, bien entendu. Et puis ce n'est pas si facile, et je reprends les chiffres du centre anticancéreux de Nantes que m'avait donné François Dravet. Nantes, c'est l'endroit en France où on fait le plus de chirurgie ambulatoire pour cancer du sein, et ce depuis 18 ans. Donc quand même, ils en ont vu. Et actuellement, voilà les chiffres qu'ils donnent. Quand il y a une chirurgie mammaire seule, sans repérage, ce qui ne veut pas dire sans exploration ganglionnaire, donc par exemple une mastectomie partielle avec curage, eh bien ils ont un taux d'ambulatoire qui est de 30%. Quand il y a un intervenant en plus, c'est-à-dire soit le radiologue pour le repérage, soit le médecin nucléaire pour le ganglion sentinelle, on tombe à 26%. Et quand il y a les deux, le radiologue et le médecin nucléaire en plus du chirurgien, eh bien on n'est plus qu'à 14%. Et effectivement, ça témoigne de cette difficulté d'organisation dans un temps relativement court. Et ça ne va pas s'arranger.
parce qu'il y a aussi l'examen extemporané du ganglion sentinelle. On s'était passé depuis longtemps de l'examen extemporané de la tumeur, avec l'arrivée des biopsies percutanées. Maintenant, on opère des cancers, et on sait qu'on opère des cancers. Il n'y a pratiquement plus d'examen extemporané pour diagnostiquer la tumeur en péropératoire. Mais il y a le ganglion sentinelle. Alors, faut-il continuer à le faire? Faut-il l'arrêter? En tout cas, il augmente le temps opératoire. Il va changer. Il peut changer le geste opératoire si on fait un extemporané en curage. Et ça peut poser des problèmes pour des gens qui n'ont pas, pour des chirurgiens qui n'ont pas adapté la technique du curage en ambulatoire. Il faut aussi informer le patient du résultat. Vous savez que c'est très important. Les gens savent très bien que leur pronostic est quand même essentiellement lié à l'état des ganglions. Ils ont besoin de savoir ça, avec tout ce que ça comporte. Il y a même maintenant ce qui se met en place, la radiothérapie péropératoire pour le traitement en un jour, entre guillemets, du cancer du sein, en tout cas le traitement local. Alors tout ça n'est pas facile, et bien entendu, c'est l'organisation des différents intervenants. Et je ne suis pas sûre que la réflexion tout à l'heure qu'on ait dit que les chirurgiens ne savaient pas s'organiser est tout à fait justifiée. Je m'élève contre cette remarque qui a été faite. C'est peut-être le cas des chirurgiens hommes qui ont peut-être plus de mal. Et l'organisation est peut-être liée au deuxième X. Voilà. Alors il y a aussi le troisième volet qui est la symbolique du cancer. La symbolique qui dépasse la médecine. Vous savez très bien, le crabe qui bouffe tout. L'annonce d'un cancer pour quelqu'un et l'annonce d'un cancer du sein qui est malheureusement, à mon avis, une maladie très médiatisée, c'est faire comprendre à quelqu'un qu'il est mortel, que il a une maladie grave, non pas par les mots MAIUX qu'il a, mais par le mot qu'on vient de lui dire. C'est synonyme de mort pour encore beaucoup de choses. Alors, est-ce la vérité? Vous voyez bien, et je reviens, que 90% des patientes actuellement diagnostiquées avec un nouveau cancer du sein sont parfaitement asymptomatiques et en bonne santé. Et que 85% de ces patientes seront vivantes sans maladie à 10 ans. Mais voilà, on a, du fait de cette symbolique très importante, de cette force que l'on donne aux mots, on a entouré cette maladie de beaucoup de choses, et vous avez vu tous les plans cancer, avec toutes les obligations pour les soignants, et en particulier pour les infirmières qui sont beaucoup investies là-dedans, de tout ce qui est l'environnement de l'annonce, l'annonce par le chirurgien, l'annonce par le radiologue, l'annonce par l'infirmière, la prise en charge psychologique, les soins de support, j'en passe et des meilleurs, etc., pour que ces gens qui ont un cancer soient pas malheureux, peut-être. Alors, organiser et certainement faire faire passer le message qu'on peut très bien s'occuper des gens, avoir une certaine empathie vis-à-vis d'eux autour de l'acte chirurgical, mais pas forcément pendant l'hospitalisation. Et donc, dissocier l'acte technique chirurgical de l'environnement psychologique, avant, avec le développement de consultations infirmières, après, avec l'appel du lendemain, mais aussi avec d'autres moyens. Et puis cette symbolique aussi, elle existe pour les patientes, et je vous mets quelques verbatim là-dessus, qui sont quand même assez souvent entendus. Ça n'est pas que la faute des chirurgiens s'il n'y a pas de développement dans ce domaine. Alors, on peut voir aussi les choses d'une autre façon, c'est que peut-être l'ambulatoire, à condition que la prise en charge de toute cette empathie vis-à-vis de ces patients, de toute cette détresse qu'ont les patientes vis-à-vis de ce mot qu'on vient de leur dire, peut être fait autour de l'hospitalisation, et que c'est peut-être aussi une façon de dédramatiser. Vous voyez, finalement, vous n'êtes pas malade. C'est quoi la définition d'une maladie? Et ça peut être une réflexion. Et si on vous fait en ambulatoire, c'est que vous n'êtes pas si malade que ça, que vous avez encore de l'espoir, et que cancer du sein n'est peut-être pas synonyme de mort, et on peut voir peut-être les choses d'une autre façon. Pour les soignants de ville, on en a beaucoup parlé, c'est aussi les confronter à des situations psychologiques en matière de cancer du sein et médicales qui sont habituellement et jusque-là gérées en hospitalisation. Et on a beaucoup parlé des médecins traitants, et ça reste quelque chose de très difficile aux médecins traitants d'annoncer un cancer du sein à une patiente qu'il connaît. Il va souvent dire, je pense, oui, on a trouvé quelque chose, allez voir monsieur Attel, allez voir le chirurgien, il va vous expliquer. Alors certes, il y a d'autres relais que les médecins qui annoncent le diagnostic, mais ça reste un problème, et bien entendu nécessite une information et une formation. Alors peut-on évoluer?
Certainement par une organisation du parcours, et ça peut se faire, donc avant l'hospitalisation, mais ça n'est pas spécifique du cancer du sein. Régler tout ce qui est possible, l'information qui est donnée par les médecins, qui va être reprise lors de la consultation infirmière, qui n'est pas remplacée, ce sont souvent des informations différentes. Nous sommes là pour donner des informations un peu techniques, pour dire des choses, certes pour être gentils quand même, mais les infirmières sont peut-être là pour reprendre les choses qui n'ont pas été comprises, pour expliquer aussi peut-être des choses plus pratiques, comme l'appel du lendemain, comment ça se passe en pratique, sur à quel endroit se passe l'intervention simplement. Préparer l'après, on l'a dit aussi, c'est-à-dire que les anesthésistes, lors de la consultation, vont déjà donner une ordonnance pour les antalgiques post-opératoires, qui peut bien entendu être modulée, mais de façon à ce que les gens qui rentrent le soir aient déjà acheté leurs médicaments tout bêtement avant de sortir d'hospitalisation. Alors pendant l'hospitalisation, on en a aussi parlé, c'est adapter nos pratiques, mais ça, c'est pas un problème, ça se fait déjà depuis très longtemps dans certains services, c'est-à-dire ne plus faire de drainage, notamment dans les curages axillaires, ou un drainage qui est relayé en ville. Et là, c'est tout le problème de la formation, et si vous voulez, on en discutera après. Les antalgiques in situ, c'est la naropène dans les espaces de décollement pour que les gens n'aient pas mal, au moins le soir, et soient rassurés là-dessus. Oui. Alors les mentalités, je vais finir, des médecins, des soignants en ville comme en hospitalisation, et peut-être aussi des patientes, parce que voilà ce qu'on entend régulièrement, et surtout, j'y ai droit, pourquoi me lever alors que c'est payant, etc. L'ambulatoire, il faut leur rappeler, c'est pas une perte de qualité, c'est une délocalisation, en tout cas en matière de cancer du sein, dans le temps et dans l'espace des différents temps de cette prise en charge, avec une qualité égale, voire meilleure, et je pense que c'est vrai pour toute l'ambulatoire, quelle que soit la maladie d'origine. Je vous remercie. Vous avez vu qu'il y avait... Non, tu peux peut-être rester. Vous avez vu qu'il y a de l'engagement et en plus c'est basé sur un vécu et une expérience très importante. Donc on va demander quand même à Émile Daraille de faire un commentaire et éventuellement de poser une question. Mais le temps, encore une fois, nous est un peu compté. Merci. Je vais essayer d'aller très vite. Alors, premièrement, pour dire que je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été faite par Sylvia, à la remarque près, parce que je pense que les hommes aussi savent s'organiser des fois, mais bon, ça c'est une aparté. Donc, je voudrais d'abord vous parler de la réalité des chiffres. Je ne sais pas comment, sans que ça n'apparaisse ici. Merci beaucoup. Donc, la réalité des chiffres de la cancérologie mammaire. Alors, vous savez qu'il y a 50 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Eh bien, voilà les chiffres du dernier PMSI. 12 271 mastectomies avec curage, DMS 6 jours. On est bien loin de la chirurgie ambulatoire. 5 321 mastectomies, DMS 5,5 jours. Et vous voyez le taux de chirurgie ambulatoire à côté. On est très loin des chiffres dont on a parlé tout à l'heure, notamment à Nantes. 15 000 mastectomies partielles avec curage, DMS 4 jours. Chirurgie ambulatoire, 0,64%. Tumorectomie avec curage, qui est quand même une des cibles que nous pourrions avoir, DMS 4 jours, chirurgie ambulatoire, 1%. Et dernier élément de réflexion que nous devons avoir, c'est que quand on va chercher sur le PMSI la tumorectomie, le ganglion sentinelle, impossible de trouver cet item. Donc de connaître véritablement ces patientes qui devraient bénéficier de la chirurgie ambulatoire. Donc il y a un effort à faire pour qu'on puisse savoir comment traiter nos patientes. Alors je reprends certains éléments que tu as développés, Sylvia, parce que je suis tout à fait d'accord. Il y a le frein d'abord psychologique, je suis tout à fait d'accord sur la notion de cancer qui est un frein, mais il y a de la réalité chirurgicale, la réalisation du curage axillaire, la lymphoscintigraphie. Si vous êtes obligé de la faire le matin de l'intervention, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Donc vous allez décaler votre acte opératoire, donc la réalisation devient difficile. Si vous faites un protocole long, eh bien comme on l'a dit, il faut envisager une hospitalisation ou un hébergement au sens large du terme, ce qui pose un peu un problème. On a parlé du repérage préopératoire. Là encore, s'il est fait la veille,
l'hébergement, s'il est fait le matin, eh bien vous en avez au moins pour 1 heure à 1 heure et demie pour avoir la patiente dans le bloc opératoire. La durée pour l'examen extemporané, ça c'est une réalité pour tous ceux qui font du sein, 30 à 45 minutes, y compris avec les techniques de biologie moléculaire que l'on peut utiliser en péropératoire. La durée opératoire de 1h30 à 2h et une augmentation des indications de la chirurgie oncoplastique de premier degré qui est environ 20 à 25% de nos indications. Alors comment augmenter ce taux de chirurgie ambulatoire pour lésions malignes? Eh bien, étendre bien entendu les indications du ganglion sentinelle, on le fait depuis longtemps puisque nos indications sont à 5 cm maintenant, limiter la durée opératoire et nous avons fait le pari, entre guillemets, de ne plus faire d'extemporané sur le ganglion sentinelle, qui nous prenait beaucoup de temps, ce qui veut dire que nous allons avoir un risque de reprendre des patientes pour un curage complémentaire de 10 à 15%. Remplacer la lymphoscintigraphie par d'autres techniques, il y a plein de techniques qui sont en cours d'évaluation, la fluorescence, plein de techniques très prometteuses, et puis, et surtout, je dirais, la meilleure information des patientes sur la réalité et sur la faisabilité de la chirurgie ambulatoire. Deuxième élément très important, et ça j'ai pris ce travail tout récent dans Psycho-Oncology, c'est le perçu de la chirurgie ambulatoire des patientes ayant un cancer du sein. Et bien vous voyez que si vous comparez à la chirurgie respiratoire ou digestive, le perçu est très mauvais. Les patientes ont l'impression d'être sous-traitées, maltraitées, mal compris. Donc il y a sans aucun doute un effort à faire sur ce plan-là pour les informer. Peut-être, comme tu l'as dit Sylvia, faire savoir que la chirurgie ambulatoire, c'est le reflet peut-être d'une maladie moindre, moins douloureuse sur le plan psychologique et sur le plan de la mutilation. Est-ce que vous avez une question à Sylvia? Non, parce que je pense que nous sommes tout à fait d'accord sur la réalité. Et puis je voudrais faire je vais y aller très vite, 2 diapositives. Premièrement, celle-ci, qui est un très beau travail d'une équipe qui fait de la chirurgie en ambulatoire et qui fait de la mastectomie en ambulatoire. Et vous voyez que le recours à la reconstruction mammaire en un seul temps a été diminué pour ne pas entraver le taux de chirurgie ambulatoire. C'est un élément majeur. Je passe sur ça. Et la dernière question, nous fixons le problème du cancer du sein. Mais est-ce qu'on n'a pas à se fixer plutôt un autre objectif beaucoup plus réalisable, beaucoup plus important, qui est celui de l'enjeu des lésions bénignes du sein, qui sont très importantes. 11 000 tumorectomies du sein, vous voyez, un jour 99, facile à basculer en chirurgie en ambulatoire, ce d'autant que les chirurgiens gynécologues ont fait un effort, puisque si vous prenez les résultats de 2010, nous étions à 15% de chirurgie ambulatoire pour ce type de tumeur et que nous sommes quasiment à 40%. Et pour les mastectomies partielles, la même chose, la même réflexion que nous devons avoir. Merci. Merci beaucoup. Alors, même avis, avec tout de même des petites nuances un peu plus négatives que Sylvia. Non, c'est pas négatif. Bon. Ce que je veux dire, c'est, je rejoins le discours qu'a fait Sylvia, il y a un problème d'organisation. Organisation, je vais donner l'exemple de Tenon. Tenon, le service de chirurgie a 2 jours de chirurgie ambulatoire par semaine, où nous faisons 22 patientes. C'est au bloc opératoire en ambulatoire. Si on veut faire cette chirurgie ambulatoire avec les actes traceurs connus, actuellement, nous ne sommes pas capables de mettre les cancers du sein. Or, si on avait cette possibilité d'extension, comme il a été dit, le nombre de cancers du sein traités sous la base de tumorectomie ganglion sentinelle, eh bien, quasiment 50% de nos cancers du sein pourraient être traités sous cette forme. Donc, Merci. Je ne suis pas du tout contre. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, tout à fait. Philippe Lasserre. Oui, je voudrais féliciter Madame Giard parce que c'est une très bonne mise au point. Juste un petit mot, c'est vrai qu'une question simple et courte, la technique isotopique du ganglion sentinelle est un frein. À l'IGR, on a la chance, on a l'hôtel juste en face. Et quand vous n'avez pas d'hôtel, vous l'avez très bien montré, c'est difficile. La technique du bleu, c'est fini.
Alors, la technique du bleu avait un peu mauvaise presse parce qu'il y a toujours eu une question latente entre le taux de faux négatifs reconnu par le bleu, c'est très discutable. Il y a aussi les risques du bleu avec les chocs anaphylactiques. Bon, alors je ne pense pas qu'il faille revenir au bleu, je pense qu'il y a d'autres techniques, et Émile l'a dit tout à l'heure, qui se développent autres que l'isotopisme, avec des molécules magnétiques, avec de la fluorescence, etc., qui sont faits en début d'intervention. Donc c'est peut-être plus là l'avenir que revenir au bleu. Et que deuxièmement, l'isotopiste, les délais peuvent peut-être encore être raccourcis, c'est-à-dire 1 heure avant, et que la scintigraphie est peut-être pas obligatoire. Enfin bon, il y a des choses comme ça, mais après c'est des histoires de coûts aussi. Une question, professeur Houlton. En Argentine, dans votre fondation, les cancers du sein, vous les faites en ambulatoire? Pas ambulatoire. Pas dans notre clinique, très peu. Peut-être parce que nous n'avons pas un service de mastologie assez développé comme celui du professeur Sonsini. Gilles Bonton. Micro. Merci bien. Oui, je voulais avoir une question. J'avais une question concernant le positionnement de la Fédération Unicancer, qui représente l'ensemble des centres de lutte contre le cancer en France, a récemment inscrit la chirurgie ambulatoire comme un axe stratégique majeur de son plan stratégique. Et il a été notamment évoqué le chiffre de 50% de la chirurgie du sein dans ce plan. Ces réflexions ont été reprises par le 3e plan cancer, où il y a un positionnement qui est sorti effectivement au mois de février dernier. Je voulais un petit peu avoir votre avis sur ce chiffre. Selon vous, c'est trop important, c'est trop peu, c'est suffisant selon votre expérience personnelle? Le problème étant, c'est 50% de quoi? Parce que quand on lit les chiffres qui sont publiés un petit peu partout, c'est 50% de tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est 50% de la chirurgie du sein? Est-ce que c'est 50% de la chirurgie du cancer? Est-ce que c'est 50% de la chirurgie conservatrice? Est-ce qu'on inclut là-dedans les petits gestes de reconstruction et des choses comme ça? Donc c'est très compliqué à dire. Alors 50%, oui, pourquoi pas, mais de quoi? 50% de la chirurgie conservatrice du sein avec prélèvement ganglionnaire, y compris curage, me semble pas idiot. Merci beaucoup. Merci.